Poursuivant sa 8e session, l'Assemblée nationale discute ce lundi des résultats du plan de développement socio-économique de 2024 et des prévisions pour 2025. À l'approche de la fin d'année, les activités d'import-export via des postes frontières s'animent. Les autorités s'efforcent donc de simplifier les procédures. Découvrons en fin d'édition 4 trésors nationaux qui sont exposés au musée d'histoire militaire du Vietnam qui a récemment ouvert ses portes au public. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce lundi 4 novembre à Hanoï, la 8e session de la 15e législature entre dans sa 3e semaine de travail. Le matin, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière pour évaluer les résultats du plan de développement socio-économique pour 2024 et discuter du plan proposé pour 2025. Malgré la situation mondiale complexe en 2024, les députés ont noté que le paysage socio-économique du Vietnam a réalisé des progrès significatifs. Ils attribuent ce succès à la direction du parti, aux décisions de l'Assemblée nationale et à la gestion dynamique du gouvernement et du Premier ministre. Les députés ont également proposé des mesures pour favoriser la croissance dans les mois à venir. En plus de relever les défis et les goulets d'étranglement, les députés de l'Assemblée nationale mettent fortement l'accent sur la lutte contre le gaspillage et garantissent que les ressources sont disponibles pour le développement socio-économique du pays. L'autorité ferroviaire du Vietnam a soumis une proposition au ministère des Transports pour l'évaluation et l'approbation du projet de la ligne ferroviaire Lào Cai, Hanoï, Hải Phòng, Quảng Ninh. L'ensemble du parcours s'étendra sur 447 km, traversant 10 provinces et villes, à savoir Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng et Quảng Ninh. Le chemin de fer débutera au point de connexion avec le chemin de fer chinois dans la province de Lào Cai et se terminera à la gare de Cai Lân dans la province de la ville de Hạ Long, province de Quảng Ninh. L'investissement nécessaire à cette ligne ferroviaire est estimé à près de 183 milliards de dong. Selon le bureau commercial du Vietnam aux États-Unis, alors que des pays comme le Bangladesh, l'Inde et d'autres pays de l'ASEAN connaissent une croissance faible ou négative de leur exportation vers les États-Unis, les exportations de textiles et de chaussures du Vietnam affichent une croissance robuste, certains articles enregistrant même des augmentations à 2 chiffres. Certains exportateurs de textiles et de chaussures ont tenu des commandes au 4e trimestre qui dépassent leur capacité de production de 10 à 15%. Le Vietnam se classe actuellement au 2e rang des pays exportateurs de textiles et de chaussures vers les États-Unis. Actuellement, les activités d'import-export sont très dynamiques aux postes frontières de la province de Lạng Sơn. Selon les statistiques, le volume des marchandises dédouanées est en augmentation continue, atteignant plus de 1300 véhicules chaque jour, soit l'équivalent de 25 000 à 30 000 tonnes de marchandises. Les organismes compétents mettent donc en œuvre des mesures permettant de simplifier les procédures de dédouanement pour répondre à la demande croissante de la fin d'année. Tous les 2 jours, Tuyết se rend au poste frontière de Hữu Nghị pour dédouaner les expéditions de composants électroniques que son entreprise importe au Vietnam. À l'approche de la fin de l'année, les commandes de production nationale s'accumulent. C'est pourquoi son entreprise s'efforce d'assurer une livraison ponctuelle aux clients. En moyenne, chaque jour, environ 30 à 40 de nos camions passent par le poste frontière de Hữu Nghị. Nous distribuons principalement des composants électroniques à de grandes sociétés, telles que Foxconn et ZDA. Non seulement les composants, mais aussi le nombre de conteneurs exportant des produits agricoles et électroniques a augmenté de manière significative depuis octobre. Cette entreprise dédouane chaque jour près de 50 camions de marchandises à la frontière de Hữu Nghị pour les exporter vers la Chine. Actuellement, mon entreprise exporte principalement du jacquier, du durian et de la noix de coco fraîche. Pour faire passer un camion, en particulier des produits agricoles, il faut environ 3 à 4 minutes dans le canal vert et environ 5 à 7 minutes dans le canal jaune. Au cours des 10 premiers mois de cette année,
Les postes frontières de la province de Lacson ont dédouané 1300 à 1500 véhicules par jour. Ce chiffre devrait encore augmenter au cours des 2 derniers mois de l'année. Nous communiquons régulièrement avec les autorités chinoises pour convenir de mesures visant à promouvoir les activités d'importation et d'exportation aux 2 postes frontières. Nous avons également conclu un accord avec la partie chinoise pour prolonger les heures de dédouanement de 2 heures supplémentaires par jour au poste frontière international de Huni. Les autorités ont annoncé leur intention de développer un système de frontières intelligentes. Cette initiative fait partie d'un projet approuvé par le Premier ministre visant à accroître les futurs échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine. De nombreuses entreprises de Ho Chi Minh Ville ont préparé de manière proactive leur plan de production pour le nouvel an lunaire s'étendant à une augmentation de 10 à 20% de la demande. Alors que les préparatifs sont en cours, les entreprises évaluent soigneusement la demande du marché et espèrent une augmentation des promotions de la fin d'année. Certaines entreprises ont commencé à sécuriser leurs matières premières dès la mi-juin. Le porc, un élément important des célébrations de fin d'année, a été correctement approvisionné. Cependant, des évaluations prudentes de la demande n'ont conduit qu'à une légère augmentation des préparatifs par rapport aux années précédentes. Ho Chi Minh Ville mène des efforts pour stabiliser le marché pour la période de fin d'année et le prochain nouvel an lunaire. Après 6 ans de mise en œuvre, le programme À chaque commune son produit ou OCOP en abrégé s'avère efficace. Jusqu'à présent, le pays compte plus de 14 200 produits OCOP certifiés 3 étoiles ou plus. Ces articles, qui présentent des caractéristiques régionales uniques, ont réussi à pénétrer les marchés nationaux et internationaux, notamment la Chine, la République de Corée, l'Europe, le Japon et les États-Unis. Cette réussite est en grande partie due à l'investissement accru des producteurs dans la qualité et la conception des produits. Tout site est état de lieu dans la province de Bà Rịa Vũng Tàu, l'une des localités pionnières dans le développement des produits OCOP. Depuis que les produits de Hoa sont certifiés OCOP 3 étoiles, les commandes ont fortement augmenté. Cela l'a incité à investir dans 10 fermes de champignons supplémentaires, augmentant la production de 1 tonne à 4 tonnes par mois. Hoa a également formé une coopérative pour augmenter la production et les revenus, ainsi que pour améliorer la qualité de ses produits. Depuis que j'ai reçu la certification de produits OCOP, les commandes sont nombreuses. J'ai même un client en Australie, mais la capacité actuelle n'est simplement pas suffisante. La reconnaissance officielle de ce complexe en tant que produit OCOP 3 étoiles a également créé une opportunité pour cette localité d'attirer plus de visiteurs. Nous nous efforçons de promouvoir en même temps plusieurs produits touristiques. Nous nous connectons également avec les partenaires internationaux pour élargir le marché. Bà Rịa Vũng Tàu a un potentiel important pour le développement de produits OCOP, avec près de 60 produits certifiés cette année seulement. De nombreuses entreprises adoptent les normes OCOP, produisent des biens qui répondent aux exigences internationales et obtiennent des certifications américaines et européennes. Nous mettons en avant les caractéristiques uniques de Bà Rịa Vũng Tàu auprès des autres provinces. Cela aide les entreprises locales à augmenter leurs revenus et à créer des emplois. Ainsi, grâce à la promotion commerciale, nous aidons les gens à améliorer leurs moyens de subsistance. En plus de diversifier les conceptions et les emballages, tout en améliorant la qualité des produits, les entreprises se concentrent désormais sur le renforcement de la marque. Elles exploitent également les technologies de l'information pour la gestion et les ventes afin de consolider leur position auprès des consommateurs nationaux et internationaux. D'ici la fin de l'année, le secteur agricole s'attend à atteindre un seuil d'exportation de 58 à 60 milliards de dollars. La décision de l'UE de reporter la mise en œuvre de sa réglementation anti-déforestation offre une opportunité favorable aux secteurs comme le caoutchouc, le café et le bois de stimuler les exportations et de disposer de 12 mois supplémentaires pour se préparer à la conformité. Ce délai est particulièrement bénéfique pour Bình Định, une province classée 4e au niveau national en termes de recettes d'exportation de bois et de produits du bois. Cette entreprise a obtenu des commandes du marché européen jusqu'au 2e trimestre de l'année prochaine.
Cependant, son plus grand défi est de gérer les commandes une fois que la période de mise en œuvre différée de la réglementation anti-déforestation expirera. Plus de 50% des entreprises de la province de Bendine exportent vers l'Europe. Cependant, ces derniers mois, alors qu'il y a encore des commandes d'exportation pour décembre, les commandes pour janvier, février, mars et avril de l'année prochaine sont confrontées à de grands défis. Si la certification est insuffisante, les clients européens peuvent hésiter à accepter les marchandises. Les contrats ont déjà été signés, donc un délai de livraison insuffisant pourrait présenter des risques importants. Les exigences de traçabilité de l'UE pour le bois brut exigent des informations géographiques spécifiques. Le bois doit inclure l'emplacement précis de sa source, ce qui permet à l'UE de vérifier si la zone récoltée est certifiée FSC ou est impliquée dans la déforestation ou la dégradation des forêts. La chaîne d'approvisionnement en bois du Vietnam présente un défi en raison de sa complexité, impliquant de nombreux ménages et négociants de petite taille. Les mécanismes actuels d'inspection et de surveillance des transactions entre ces parties sont insuffisants. Nous avons mis en place une équipe spécialisée pour offrir des conseils dans les 3 régions, à savoir le nord, le centre et le sud du Vietnam. Dans chaque région, une entreprise pilote recevra des conseils de cette équipe pour se conformer à la réglementation de l'UE sur la déforestation, EUDR. Dans le cadre du règlement européen, la légalité de l'utilisation des terres pose un défi aux petits exploitants agricoles en raison de leurs parcelles souvent fragmentées. Pour y remédier, une base de données forestières nationale est essentielle, ainsi que des pratiques d'utilisation des terres rationalisées pour les agriculteurs. Assurer la traçabilité nécessitera la coopération des ménages forestiers et des autorités locales. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. En raison de conditions météorologiques défavorables, de fortes pluies touchent les provinces centrales depuis dimanche soir. Combinées à la régulation de l'eau des réservoirs hydroélectriques et d'irrigation, les niveaux des rivières ont considérablement augmenté, entraînant des inondations généralisées. Les pluies torrentielles ne se limitent pas aux provinces de Ha Tinh à Da Nang, mais s'étendent également vers le sud jusqu'à Quảng Nam et Phú Yên. Plus précisément, les zones de Ha Tinh à Da Nang ont enregistré des précipitations supérieures à 100 à 250 mm, certaines zones dépassant les 350 mm. En réponse, les localités touchées du centre du Vietnam prennent des mesures proactives qui comprennent la préparation de plans d'évacuation, la mobilisation du personnel et la collecte de fournitures essentielles pour les résidents dans les zones à haut risque. Elle assure également la sécurité routière dans les zones sujettes à l'isolement et maintiennent la circulation sur les axes routiers clés. Les habitants de la région centrale ont récemment fait face à de graves inondations et se préparent désormais à d'éventuelles futures inondations. Dans la province de Quang Binh, les habitants et les autorités locales ont tiré de précieuses leçons pour mieux réagir aux inondations à venir. Voici ce qui reste après que de graves inondations ont frappé les zones basses de la province de Quang Binh. Des biens endommagés et de nombreux appareils électroménagers submergés par l'eau. Pour beaucoup des personnes touchées, ces appareils électroménagers représentaient un investissement important de leurs économies durement gagnées. Après avoir tiré les leçons de cette inondation, à l'avenir, nous donnerons la priorité à l'évacuation des familles. Nous déplacerons d'abord les objets lourds et demanderons l'aide d'autres personnes pour nous réinstaller sur un terrain plus élevé. En plus des dégâts matériels, les inondations ont également causé des dégâts considérables aux systèmes agricoles, de transport et d'irrigation. 7 personnes sont mortes, soit le bilan le plus lourd des dernières inondations. En nous appuyant sur notre expérience en matière de prévention des inondations et des tempêtes, nous devons être plus résolus dans nos efforts d'évacuation.
Compte tenu de la situation complexe actuelle en matière de catastrophes naturelles, les autorités doivent élaborer des solutions appropriées. Cependant, la proactivité des citoyens est essentielle pour minimiser les pertes humaines et les dégâts matériels lors des prochaines inondations. Le musée d'histoire militaire du Vietnam a officiellement ouvert ses portes au public le 1er novembre à Hanoï. Parmi la collection de plus de 150 000 objets du musée figurent 4 trésors nationaux très importants. Tout de suite, nous les découvrons dans le reportage qui suit. L'un des trésors du musée est le Sacher à réaction MiG-21, exposé bien en vue dans le hall principal du musée. Cet avion historique numéroté 4324 a effectué 69 missions de combat et abattu 14 avions américains. À côté de lui se trouve un autre MiG-21, numéroté 5121, qui a participé à la défense du nord du Vietnam en 1972 et a abattu 5 avions américains. Ce vétéran se souvient encore clairement des moments de la campagne Dien Bien Phu dans les airs avec ses avions. J'étais sur la ligne de front, en guidant les forces aériennes et me coordonnant avec l'artillerie et d'autres unités. Revoir ces artefacts me procure un sentiment de fierté immense. Dans la nuit du 27 décembre 1972, le camarade Phantom pilotait le MiG-21 numéro 5121 et abattait un bombardier américain B-52. Cette victoire a marqué une étape importante dans l'histoire de la défense aérienne lorsque l'armée de l'air populaire vietnamienne est devenue la première force au monde à abattre un avion américain fortifié auparavant considéré comme intouchable. Ce char est entré dans le palais de l'indépendance en 1975. Il s'agit d'un artefact important dans l'histoire de la réunification du pays. En outre, la carte de détermination de la campagne Ho Chi Minh est le 4e trésor national du musée. Cette carte est actuellement en cours de restauration pour être prochainement présentée aux touristes. Parmi ces 4 trésors nationaux, 3 sont actuellement exposés. Le musée a décidé de ne pas exposer cette carte papier, car elle doit être soigneusement préservée après plus de 50 ans. Cette carte est spécialement conservée pour pouvoir bientôt être partagée avec le public. Ces 4 trésors nationaux ont des valeurs historiques particulières pour le peuple vietnamien. Le musée d'histoire militaire du Vietnam continue de présenter sa riche collection d'objets et de documents historiques, aidant les visiteurs à mieux comprendre l'histoire héroïque du pays. Au cours des 70 dernières années, Hanoï s'est continuellement développée pour devenir une capitale à la fois moderne et traditionnelle. Hanoï est non seulement la capitale sacrée dans le cœur de chaque Vietnamien, mais occupe aussi une position particulière dans le cœur des amis internationaux. Beaucoup d'entre eux se sont attachés à Hanoï et ont contribué au développement de la ville. L'architecte français Emmanuel Cerise en est un exemple. Au cours des 13 dernières années, il a contribué à la restauration et à la préservation de l'architecture française ancienne de Hanoï, considérée comme un charme unique de cette ère. Je m'appelle Emmanuel Cerise, j'habite à Hanoï, 13 ans. Je suis vraiment très heureux d'habiter à Hanoï parce que c'était un de mes rêves depuis très longtemps. Et pour moi, vivre à Hanoï, ça a été un des changements les plus importants de ma vie, mais les plus beaux. Arrivé au Vietnam pour la première fois en 1997, Emmanuel Cerise a été impressionné par les œuvres architecturales et l'hospitalité des habitants. Il a prolongé sa période de recherche au Vietnam à 12 ans pour acquérir une compréhension profonde des coutumes, traditions et architecture unique de Hanoï. En 2011, il est devenu directeur de PRX Vietnam, Bureau de coopération décentralisée de la région française Île-de-France. Se promener dans les rues, capturer les traces du temps est l'un de ses passe-temps préférés après près de 14 ans de vie à Hanoï. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre et travailler ici et y attacher avec cette ville depuis 13 ans? J'étais allé avant au Bangladesh, en Inde. C'est des pays où c'est plus difficile. Les relations avec les gens sont plus difficiles. Venir à Hanoï,
finalement, peut-être que c'est à cause de la période coloniale, il y a quelque chose de très occidental dans cette ville. Les grandes rues, avec les arbres. En tant que Français, on n'est pas complètement perdu quand on vient à Hanoï. C'est assez rassurant. Je crois beaucoup aux rencontres. Et j'ai rencontré à chaque fois des personnes qui sont restées des amis très proches. Comment voyez-vous le développement et l'évolution de cette ville? Hanoï, ça change beaucoup. Je crois que ça, c'est une caractéristique des villes d'Asie. Hanoï, c'est une ville ancienne. Donc Hanoï, plus de 1000 ans, c'est très rare. Et Hanoï a acquis, on va dire, ces 15 dernières années, vraiment une vraie stature internationale. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y a plus de bruit. La circulation n'est pas encore organisée. Il y a des perturbations assez importantes et de la pollution. En tant que directeur PRX Vietnam, Emmanuel Cerise et ses collègues ont mis en œuvre de nombreux projets de coopération avec Hanoï dans des domaines tels que l'aménagement et la gestion urbaine, le transport public, l'amélioration de la qualité de l'air, ainsi que la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales. Ces projets ont apporté une contribution importante au développement de la ville. Je connais Emmanuel depuis 20 ans. Il aime beaucoup Hanoï et a grandement contribué à la préservation des reliques historiques de Hanoï, ainsi qu'à la planification architecturale. Il est très minutieux dans son travail. Il se renseigne toujours sur les origines historiques et les œuvres architecturales pour donner des évaluations et des conseils à Hanoï. Avec la valeur de l'ancienne Hanoï, en plus des caractéristiques modernes, une petite touche de nostalgie est indispensable. Emmanuel s'efforce de préserver les anciennes traces de Hanoï. L'un des projets typiques d'Emmanuel Cerise et de PRX Vietnam est la restauration d'anciennes villas vieilles de plus d'un siècle situées au 49 rue Trần Hưng Đạo à Hoàn Kiếm. Fin janvier 2024, cette villa a été achevée et ouverte aux visiteurs. Il s'agit d'un bâtiment construit au début du XXe siècle et qui conserve encore ses valeurs architecturales. Ça change complètement. Nous voici devant l'ancienne villa à l'architecture française. Alors, pouvez-vous nous parler davantage de ce projet? C'est un projet qui a été très très long à mettre en œuvre parce que l'ensemble de la cour était occupé par plusieurs familles, donc il a fallu d'abord reloger. Puis après, il a fallu faire pas mal d'études sur ce type d'architecture. La maison était plutôt en assez bon état. Sa structure n'était pas très abîmée. Moi, personnellement, c'était un petit peu dommage qu'il n'y ait que des polémiques sur les couleurs. Mais je veux dire, on a appris énormément d'autres choses sur les planchers, sur les fenêtres. Donc à mon avis, on est assez proche de l'état d'origine. Selon vous, quel est le plus grand défi dans la préservation et la rénovation des œuvres architecturales anciennes à Hanoï? Le patrimoine de villa à Hanoï a plus d'1 millier, 1200 et quelques. Donc du coup, il y aurait un potentiel important de rénovation de villas. À mon avis, il y a deux grands défis. Le financement pour maintenir et rénover le patrimoine. Et là, on s'expose à une éternelle contradiction, mais qui n'en est pas une en réalité, entre développement ou restauration. Nous, on a une certaine expertise, des savoir-faire sur l'urbanisme, des savoir-faire sur la gestion des espaces verts, sur la gestion du patrimoine, mais on peut pas encore une fois, on peut pas les appliquer directement sur Hanoï. Pour Emmanuel Cerise, la passion pour l'architecture s'est mêlée à l'amour pour Hanoï. Cet amour s'est propagé aux membres de sa famille. Aujourd'hui, il considère cette terre comme leur deuxième patrie. Le charme, c'est ce qu'on vit là. Ça veut dire d'avoir des petites cours comme ça un peu privées, mais à la fois avec des arbres. Ici, j'ai un attachement particulier parce qu'on a une bonne compréhension de la ville et de la culture vietnamienne. Je pense que ça ajoute au plaisir de vivre ici. Hanoï, pour moi, c'est une ville animée, une ville dynamique, une ville verte. Et tout ça, ça fait quand même une particularité très importante pour cette ville. Et dans mon cœur, elle restera toujours attachée. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.